wir sind also gekommen sind, so zahlreich. Ich bin in der Zeit der, wie heißt das einmal, der Hensler hat bestimmt Seitensitzung, pro Seitensitzung haben wir so viel Visionen. Aber ich habe keine Illusionen. Logo kommt noch, wie immer eine interessante Konferenz an, mit Erik Sanders, Sekretär General im Wahllocal, de l'Institut du droit local. Il y a une certaine fois, est-ce que quelqu'un ne comprend pas l'Alsacien? Oui, alors non. Wunderbar. Wunderbar. Ja, also habe die Konferenz auf Französisch, aber darum profitiere ich jetzt auch fürs gefällt ja sich mit euch zu reden. Ich präsentiere mich Jean-Marie Lorpo, bin Kandidat in unserer Circonscription Sauber. Bravo! Sauber Provenzas in China, und vom Hochfelder und Islo Vorfug. Vorfug eigentlich an der Grenze. Wenn man nach oben kommt, gibt man wieder viele Grenzen. Und du sind Grenzen von der Circonscription. Keine andere, natürlich. Es gibt keine andere Grenze. Nämlich ganz ebenärisch von der Circonscription Habenau. Und da haben wir. Habenau, nein. Habenau bin ich. Oh, da bin ich. Also, die Circonscription Wiesenburg. Ja, Wiesenburg. Lauterburi, Wiesenburg, bis auf Niedergrund, Rieshofen und Lavalk. Und da haben wir die Chance, die Kandidatin Gabi Hartmann zu haben. Bravo! Ziegel. Mit der unterhalten. Und wir haben den Jean-Luc Lévert, Kandidat von der Circonscription Habenau. Ja, ein paar Werte, ich profitiere, dass ich organisiert habe, für ein bisschen von mir, von meinen Sachen zu reden. Sachen, die wir teilen, eigentlich Gedanken, die wir teilen. Ein bisschen mehr persönlich, worum ich mich engagiert habe in diesem Kampf, allgemein in Politik. Erstens, weil ich schon jahrelang, jahrzehntelang begeistert bin vom Elsass, von der Sprache, von der Kultur. Bin seit 30 Jahren aktiv im kulturellen Bereich, insbesondere im Bereich von der Liedermacherei, von der Liedermacherunterstützung, von der Liedermacher, elsässische Lieder, insbesondere in der Verein, die Gemeinde heißt Liederbrunnen und Musik von allen elsässischen Liedermacher verkauft, Egles, Siefer, Jacobi, Isabel und so weiter. Über das Internet, weil man muss es auch modern machen, was es Konflikt kommt, über www.liederbrunnen.com. Ein bisschen Werbung. Warum? Ich bin auch ein bisschen herumgekommen in der Welt und wenn man nach Brüssel kommt von Elsass, merkt man, was passiert ist in den letzten Jahren ein bisschen mehr, dass es in Elsass einen kulturellen Selbstmord gegeben hat. Selbstmord, es ist sowohl, oder Leute Suizid assisté, nämlich nach dem letzten Weltkrieg, von der Generation oder der Klasse von Elsässern entschieden, Spruch fallen zu lassen, Kultur fallen zu lassen und man assisté, weil natürlich der französische Staat ganz flink mitgeholfen, für dass das passiert. Und das hat mich skandalisiert und das tut mich noch skandalisieren, dass das so passiert. Und jetzt gibt ganz wenig Fähiger auf der Welt und das gemacht haben und das erlebt haben. Nicht gemacht haben, es ist eine ganze Generation, es ist auch, wenn man sehen muss, die Zugang haben zum Französischen, zu der französischen Sprache und vor allem das gemacht haben und gemeint haben, ja. Jean-Marie, mal wieder nochmal Französisch. was mich am meisten auffällt, ist, dass die Elsässisch malen. Sie haben viel Schuld gemacht. Und dann, dass sie sich malen. Und dann, warum euch der Engagement, wenn man herumkommt, sieht man, dass in anderen Ländern anders kann funktionieren, dass Autonomie funktioniert in anderen Ländern, was es in Frankreich nicht gibt. Zusätzlich als Geschäftsmann, ich bin jetzt 30 Jahre in der Industrie, zuletzt als Direktor von einer Fabrik, eine relativ große Fabrik, und sowohl in der aktuellen Group, wo ich bin, wie vorher,
redet man immer mehr von Autonomie. Autonomie in der Industrie heisst, man gibt in den Leuten, die arbeiten, die an der Maschine arbeiten, gibt man Mittel, für dass sie ihre Arbeit gut machen können und dass sie ihre Arbeit selbstständig machen können. Dass sie arbeiten können, ohne dass der Chef kommt und sagt, du machst jetzt das und wenn du fertig bist, machst du das und dann machst du das. Nein, Autonomie heisst, man gibt ihnen Mittel, man sagt ihnen, man gibt ihnen ein Programm, das sie zu machen und dann können sie sich organisieren und dann sehen sie auch, ob sie gut arbeiten oder nicht und was sie zu verbessern haben und haben dann Mittel auch für ihre Sache zu verbessern. Das ist ein Gedanke, der immer mehr angewendet wird in der Industrie und es wird wahrhaftig von Autonomie geredet. Es ist nur schade, in der französischen Politik ist das noch nicht angekommen, ist der Gedanke noch nicht angekommen. Also es ist die nächste Zeit, dass man ein Auto anwendet, denn es ist ein Gedanke, der produktiv ist. Nicht nur in der Wirtschaft, aber in der Politik. Wenn wir in der Leute, die engagiert sind, sei es jetzt als Maire, als Gemeinderat, als Conseiller, Departemental General und so weiter, als Präsidenten von Vereinen, wenn die Leute Verantwortungen kennenlernen und nicht warten, dass Paris detailliert sagt, was erlaubt ist und was zu machen ist und was nicht erlaubt ist. Darum, wenn wir es durchkriegen, dass die Franzosen auch, weil Franzosen sind leider formatiert durch Zentralismus, durch Jahrhunderte, aber wenn sie anbringen, dass der Formatage sich verändert, umso weniger für Elsass. Im Elsass haben wir besondere Sachen zu verteidigen, wir haben eine Sprache, wir haben eine Kultur, wir haben eine Geschichte, wir haben ein Lokalrecht, wir haben eine Mentalität, wir haben eine Art zu arbeiten, wir haben Sachen, die machen, dass es anders funktionieren kann, dass es Sinn macht, dass es bei uns ein bisschen anders funktioniert als im Rest von Frankreich. Und das können wir erreichen, wenn wir in der Politik, wenn wir uns keine Illusionen machen. Und ich sage es als jemand, der lange kulturell aktiv ist, wenn wir nicht in der Politik reingehen, wenn wir nicht eine regionale Partei bilden und stark ist und wo unsere Sachen verteidigt, werden wir es nicht hinkriegen. Wir haben die Erfahrung gemacht über die letzten 70 Jahre, die nationalen Parteien, sie können in Elsass doch sehr gute Leute haben, mit gute Absichten haben. Aber wenn die in einer nationalen Partei sind, wollen sie auf Paris kommen, wollen die nichts mehr, wollen die in Paris nichts hören vom Elsass. Es ist nicht um Frankreich und du hast keinen Sinn für Partikularismen, weil die Franzosen eben so formatiert sind. Gleichheit ist assimiliert mit Uniformität, mit Uniformismus. Und darum, die elsassische Partei kann das, wenn wir genug sind, natürlich, wenn wir genügend Ideen haben, genug Stimmen haben, für einen Einfluss nehmen. Wir haben gesehen in den letzten 2 Jahren, durch die Resultate, die wir gemacht haben an den Wahlen mit 10-12%, dort sich die Linie schon bewegen. Also jetzt die gewisse Wähler und den nationalen Parteien schon Themen übernehmen, die wir verteidigen. Also wenn wir so weitermachen, dort sich andere nochmal bewegen und dadurch dort sich das ganze Publikum, die ganze Wählerschaft bewegen. Also glauben wir daran, dass wir als unser Land, als elsassische Partei, tatsächlich gibt es keine Bewährung. Voilà, das sind die paar Gedanken, wo ich engagiert bin. Vielleicht noch, wenn wir noch 2 Minuten gehen, wenn wir noch 2 Minuten gehen. Schon die Zeit. Wenn es ums Programm geht, weil es gibt regelmäßig Leute und vorher, das ist eher Programm. Viele von euch wissen es schon, aber es ist auch gut, dass wir nochmal dieselben Gedanken teilen. Es geht natürlich darum, wieder eine Institution Elsass zu schaffen. Weil wir alle, ich denke, so viel, dass wir hier sind, sind wir alle überzeugt, dass der Großtrinker, der dass das Quatsch ist, dass jetzt nichts bringt, dass es Geld kostet und dass wir verbessert waren und noch weniger zu sagen haben wie vorher. Also bis darum wieder die Region zu schaffen. Nicht wie vorher, also wenn schon, wenn wir sie schaffen, wenn wir sie haben mit mehr Kompetenzen,
mit mehr Arten, dass man in etwas Sachen entscheiden kann. Zum Beispiel, was Erziehung anbelangt, Education, also Schule, was Transport anbelangt, Wirtschaft, Développement économique, Aménagement du territoire, Umwelt, Kultur, das sind die Gebiete, wo es Sinn macht, dass man auf einem lokalen, auf einem regionalen Niveau dort wirtschaften, dort verwalten. Andere Sachen müssen natürlich am Niveau vom Frankreich bleiben und BC auch am Niveau von Europa. Nur im Prinzip von Subsidiarität, es muss so entschieden werden, was am besten kann gehandelt werden. Zweiter Gedanke, eben Schule. Wir wollen eine Schule, die uns respektieren und wo wir können respektieren. Also Schule, eine, die unsere Sprache und Kultur in Betracht nimmt. Insbesondere Zweisprachigkeit. Wir sagen, eigentlich Zweisprachigkeit soll keine Option sein. Im Elsass soll es allgemein sein. Es ist ein Skandal, dass eine jetzt wo nicht weit ist von hier, schon vor 3 Jahren entschieden hat, dass sie bis 2030 haben, dass alle Kinder aus der Schule kommen und Deutsch und Französisch perfekt kennen. Weißt du, ob die Gegend kennen? Saarland. Saarland hat vor 3 Jahren die Politik entschieden. Und jetzt also, deutsche Länder, und eigentlich keinen besonderen Grund haben, für die Zweisprachigkeit zu wählen. Und wir in Elsass und alle Gründe haben, aus geschichtlichen Gründen, für das zu wählen, wir haben es nicht. Wir haben gerade ein bisschen paritär, sind 15% von einer Klasse, von jeder Klasse, von jedem Alter, und eine paritär haben. Also nur einer von 7, und das hat, darum sagen wir, allgemeiner zweisprachiger Unterricht. Regionalisierung vom Unterricht. Wir wissen, die Education nationale, das ist ein Monster. Selber sagt jetzt der Mammut, hat es richtig gesagt, eigentlich ist sonst keine falsche Ansicht gehabt, aber in der Sache das gut ausgedruckt. Die Education nationale, die ist nicht zu verwalten. Und eine bessere Art, das zu machen, ist, für das in einem kleineren Rahmen zu machen. Darum haben wir im Rahmen von der Region. Und natürlich geht es darum, in der Organisation von der Schule ein bisschen mehr, ein paar Sachen zu ändern. Unter anderem, dass man dann Dogma 80% jusqu'au Bac, dass man das ändert und ein bisschen pragmatischer vorgeht. Da reden wir in unserem Programm auch von Wirtschaft, Ökonomie. Wenn wir mehr Arbeitsstellen wählen, vor allem in Elsass, ist es nötig, oder zumindest für die Elsässer ist es nötig, ob die Arbeitsstellen jetzt in Elsass sind oder auch über der Grenze. Leider können viele von den Arbeiten über der Grenze nicht benutzt werden, weil die Elsässer kein Deutsch mehr kennen. Aber auch bei uns kann man mehr Arbeit kreieren, wenn man gewisse Sachen organisiert und gewisse Investitionen macht, statt dass man zum Beispiel den Grand Paris macht. Grand Paris nicht Transporte, mit Milliarden in Transporte in der Pariser Gates investiert werden. Voilà. Und in wenigen Wörtern, wir sagen immer sinnvoll Europa von der Regionen. Wir glauben daran, dass in Zukunft einfache Lesungen funktionieren nicht. Das Leben ist nicht, um das letzte Mal jemand getroffen, hat gesagt, das Leben ist nicht kompliziert, es ist komplex. Und das ist richtig. Mit einer Komplexität können wir umgehen. Wir haben eine neue Intelligenz. Wichtig ist, dass die Intelligenz von allen benutzt wird, nicht nur von ein paar Männern in Paris. Wenn wir die Intelligenz von allen benutzen, können wir eben die Komplexität bemeistern und uns organisieren, dass in der Gemeinde Leadswillige und Produktivwillige in der Region, dass wir Verantwortung haben in der Region, im Niveau vom Staat natürlich und von Europa, dass das verteilt wird und dass man nicht so einfach denkt, wie sie Parteien sagen und sagen, la France, la France, la France. Das bringt uns nicht viel. Wichtig ist, dass wir an allen Ebenen schaffen und die Intelligenz von allen Leuten
im Zuge von alle Elsässer benutzt. Das ist unsere Message. Und jetzt Monsieur Sander. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Candidat, mes chers Monsieur Lambert, merci. Ich komme von Schwetzstadt, mais je vais quand même faire la conférence en français. Écoutez, je vais faire ça en 2 points. Premier point, d'où vient l'Alsace et où va l'Alsace? Je pense qu'il faut... les juristes sont comme ça, hein, on divise en 2 parties. Je ne sais pas si c'est forcément la bonne chose. D'où vient l'Alsace, pour commencer? L'Alsace a une histoire compliquée, vous le savez tous, puisque son histoire commence en 1870 par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Et le patrimoine, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il faut préserver. 1870, où les 3 départements deviennent allemands, non pas par une annexion, contrairement à ce qu'on raconte, mais par un traité de paix entre la France et l'Allemagne qui a rattaché les 3 départements à l'Allemagne. Et à ce moment-là, c'est le point de départ. L'Alsace-Moselle, pas la Lorraine, parce que la Moselle est une partie de Lorraine. Mais enfin, l'expression a été retenue, ça a été la création du Reichsland, Elsace-Lothringen. Et à ce moment-là, comme je le disais il y a quelques instants, le droit qui s'appliquait dans les 3 départements, c'était le droit français. Et en particulier, on entend des choses absolument invraisemblables, il y avait le concordat pour les cultes, quelques textes autres qui réglementaient les choses, mais le droit français que l'Allemagne a conservé dans un premier temps. Mais laissons de côté le droit, parce qu'il y a une chose importante dans cette vie du Reichsland qui est à observer ou retenir. L'Allemagne est un système fédéral à ce moment-là. Ça, c'est pour pas ça. L'Allemagne est un pays fédéral avec des landes qui ont leur parlement. Il y a eu des revendications assez rapidement dans ce Reichsland et Elsass-Lothringen, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une forme de parlement, de délégation, ou comment on peut appeler ça, peu importe, où on déciderait localement ce qu'il faut faire par rapport aux lois qui concernent les 3 départements. Et le sens politique de l'Allemagne était important à ce moment-là. L'Allemagne dit, écoutez, très bien, on va créer, c'était le cas en 1874, une délégation d'Alsace-Lorraine, ce qu'on appelle le Landesausschuss. Et ce Landesausschuss avait un début de pouvoir pour voter la loi pour les 3 départements. Et il y a quand même, je donne comme ça parce que pour l'histoire c'est important, parce que ces lois qui sont toujours en vigueur, cette délégation d'Alsace-Lorraine, ce qu'on appelle le Landesausschuss, ferait l'Alsace-Lothringen, a voté beaucoup de choses, mais 2 lois. Une loi de 1881 sur le régime de la chasse en Alsace-Moselle. Vous savez tous, la commune où la chasse pour 9 ans, c'est le Landesausschuss qui a voté ça. Certes, la loi a évolué, ça a été modernisé, etc., mais il y a une loi qui reste en l'état. Vous êtes tous, à un moment, propriétaires d'un immeuble, d'une parcelle, la loi 1884 sur le cadastre. Le cadastre alsacien-mosellan, c'est le Landesausschuss qui l'a voté. On dit, mais c'est extraordinaire, des lois qui n'ont pas évolué, etc. Mais c'est très bien que les lois n'évoluent pas, parce qu'il faut de temps en temps la stabilité dans le droit. Tout change tout le temps, on ne comprend plus rien, même nous, les spécialistes, on ne comprend plus rien. Mais c'est loin de traverser toute l'histoire, parce que cette délégation, les gens qui siégeaient, c'était les représentants des conseils généraux, des communes, etc., ben, j'étais parfaitement conscient des difficultés à traiter sur le territoire. Vous en faisiez état il y a quelques instants, on n'attendait pas que ça vienne du national, hein, voilà, donc de Berlin. Parce que les meilleures choses, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce qui vient des territoires. Des territoires, parce que les gens connaissent ce qui se passe au territoire. On n'attend pas un plan de 150 mesures qui vient des ministères, de toute façon qui est inapplicable, et puis ça ne s'appliquera jamais, puis les résultats sont absolument catastrophiques sur le plan des finances publiques. Retenez bien ça, j'aimerais tout à l'heure, pour l'avenir, les territoires qui proposent des choses,
les gens qui connaissent les difficultés, qui connaissent les problèmes, qui ont des solutions concrètes, parce qu'ils sont sur le terrain, ils voient ce qui se passe. Alors ça, c'était le point de départ en 1874, en disant, ben voilà, le Reichsland, on aimerait bien qu'il soit traité de la même manière que les autres États allemands. Ce qui n'était pas le cas. Quand on a créé en 1874 cette délégation, cela rendait ça aux choses, parce que l'Allemagne se méfie un peu des sentiments trop pro-français. C'était comme ça que c'était perçu à l'époque. Et puis, les années passant, il y a eu des revendications politiques dans le Reichsland, en disant, mais la délégation c'est très bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une plus grande autonomie politique? C'est-à-dire un véritable parlement, un véritable gouvernement, de la même manière que les autres États allemands. Bon, ça a été débattu, discuté, tout le monde n'était pas d'accord dans les 3 départements, mais si on a réduit qu'on personne soit d'accord dans les 3 départements, le Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, enfin bref, ça n'a pas changé. Hein. Depuis cette époque-là, c'était ça en 1890, des débats absolument invraisemblables, surtout et rien. Et au final, c'est quand même l'idée suivante qui l'a emporté et qui a convaincu Berlin, qui a convaincu l'Allemagne pouvoir centrale en disant mais il faut quand même que l'Alsace-Moselle ait à un certain moment ou à un autre une autonomie politique. Et quand je parle d'autonomie politique au sens noble du terme, c'est-à-dire le pouvoir de faire des lois, le pouvoir de faire des décrets. Bien. Bon, c'était pas facile, mais le sommet de la France, déjà en 1895-96, quand ces idées-là sont venues sur le plan politique, c'était loin déjà. Hein. Sur la France, on ne se souvenait plus grand-chose, les générations avaient changé, etc. Au final, Berlin a lâché le morceau. Ben oui, il faut que l'Alsace-Lorraine, comme on appelait ça, le Reichsland, soit traité de la même manière que les autres États allemands. Et nous avons eu, par une loi du 31 mai 1911, une constitution. La constitution de l'Alsace-Lorraine. Comme mieux, ça veut rien dire pour ceux de l'Alsace-Lorraine, mais quand vous comparez, je vais l'expliquer dans quelques instants, la constitution de la Sacrée République et cette constitution de l'Alsace-Lorraine, qui était une des constitutions à ce moment-là les plus modernes de tous les États qui composaient l'Allemagne. Alors, si on se promène à Strasbourg, je rentre dans le détail, place de la République, le TNS, c'était le siège du Landtag, donc du Parlement d'Alsace-Lorraine. On a le bâtiment, très bien. Et tout ce que vous avez autour, la préfecture, les autres bâtiments, c'était les ministères d'Alsace-Lorraine. On avait un ministère de l'Intérieur, un ministère de la Justice, un ministère des Cultes, un ministère des Travaux Publics. Bien. Il n'y a rien qui rappelle ça. Non, mais ça, on est bien d'accord. On est capable encore de dire que c'est la France qui a construit ça. En falsifiant toute l'histoire. Mais ce Landtag, il était, donc un parlement, il était composé de 2 chambres. Ça, c'est la Constitution de 1911, 2 chambres. Une chambre basse, une chambre haute. Ça ne veut rien dire, basse, haute, etc. Enfin, 2 chambres. Il n'y a pas de chambre basse, il n'y a pas de chambre haute. Il y en a une qui correspond au Sénat, et une qui correspondrait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et la chambre qui correspondrait aujourd'hui à l'Assemblée nationale, elle était élue au suffrage. Il y avait, je crois, 65 ou 60 députés qui étaient élus directement au suffrage masculin à l'époque, pour élire les députés qui allaient siéger dans ce Landtag d'Alsace-Lorraine. Et ce Landtag, c'est une constitution. Quand on parle aujourd'hui de grande région, etc., elle avait ce Landtag avait le pouvoir de voter la loi pour l'Alsace-Moselle. C'était ça l'intérêt de cette constitution, voter la loi pour les 3 départements. Et effectivement, très démocratique, puisqu'il y a une chambre qui était élue au suffrage, non pas universel, un suffrage masculin direct. 60 députés. Les Alsaciens-Mosellans élisaient leurs députés. Pas pour Paris, pas pour Berlin. Enfin, Paris, la question ne se posait pas, pour l'Alsace-Lorraine. Et cette constitution
a été, un, une constitution la plus moderne de l'époque, deux, en termes d'autonomie politique, au sens noble du terme, cette constitution a donné un véritable pouvoir législatif, voter la loi pour les 3 départements. Alors, je fais juste un aparté, quand on voit qu'aujourd'hui la région Grand Est, c'est plus grand que la Belgique. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir de voter quoi que ce soit? Rien. Rien. Et alors, après je reviendrai à l'histoire, on va dire au second point, mais on peut s'interroger, comment se fait-il, déjà, un, que l'histoire soit totalement méconnue d'un certain nombre de décideurs, je ne donne pas de nom, mais en particulier dans les instances nationales, personne ne sait qui dit cette constitution. Dans l'histoire, c'est quand même incroyable, sur le territoire national. Et cette constitution, en réalité, elle a fonctionné correctement pendant, on va dire, 3 ans. Puisqu'en 1914, lorsque le premier conflit est déclenché, la première des choses que fait l'Allemagne, c'est l'état de guerre, et donc, le Landtag va simplement se contenter de voter la loi de finances, la réflexion des chemins de fer, et puis quelques mesures de restriction alimentaire. Et on avait un pouvoir de voter la loi dans les 3 départements. La loi, comme l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais pour les 3 départements. Et lorsque les 3 départements renouvellent français en 1918, la première question que se pose la France, mais qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? On a un Reichsland qui est à prendre de l'histoire, on a une constitution, celle de 1900, on a Landtag. Ah ben c'est pas possible ça. Ah non, 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 il faut tout de suite s'occuper de tout ça. La France est unie et indivisible. Il faut, et c'était le premier acte politique de la Troisième République, premier acte politique en 1918, abolir, supprimer, faire disparaître cette constitution de 1911, parce qu'il n'était pas acceptable dans la sociologie n'a pas beaucoup changé depuis. Il n'était pas acceptable qu'on puisse admettre dans les 3 départements qu'il y ait un Parlement qui vote la loi. Mais ça, c'était inconcevable. C'est Paris, le centre de l'univers, la galaxie, voire, le cas échéant. Bref. On dit, mais c'est pas possible. Donc la première position politique de la France, c'est de dire, bah, écoutez, on fait disparaître tout ça, on abolit cette constitution de 1911, parce qu'on ne peut pas tolérer, c'était les termes qui étaient utilisés. Quand on lit les documents historiques, on ne peut pas tolérer, c'est pas concevable. Nous sommes une république indivisible, qu'il y a un Parlement qui puisse voter des lois applicables sur une partie du territoire. Bon. Alors l'État s'est aussi dit, mais si on supprime cette constitution de 1911, ben, il faut quand même laisser quelques miettes, on dit ça comme ça, aux Alsaciens, aux Élans. Il faut leur trouver, en quelque sorte, un produit de substitution. Vous n'avez plus la Constitution, vous n'avez plus ces libertés locales que vous aviez eues du temps du Reichsland. On dit, ben voilà, on va vous conserver un certain nombre de règles juridiques. Voilà. En disant, ben écoutez, ça vous fera plaisir, on enlève la Constitution, mais on laissera un certain nombre de matières qui sont importantes, et effectivement, c'était le cas. Et on peut l'analyser comme, je pense, dans l'histoire, on vous enlève la Constitution, on vous laisse autre chose. Et la politique, c'est toujours donnant-donnant, ça fonctionne toujours comme ça, mais ça ne marche jamais. Enfin là, ça a marché. Vous avez dit, on va regarder le concordat, on va regarder une partie du droit local pour l'artisanat, pour le droit du travail, pour le technique, pour les fonciers. Effectivement, c'est ce qui a été fait en 1924, lorsque le Parlement a voté ces 2 lois qui ont maintenu le droit local dans les 3 départements, tout en remettant en vigueur, ici, donc, le droit français. Mais, quand on lit, parce qu'il y a eu un seul député à l'époque, un seul, qui est monté au créneau et qui a défendu l'Alsace-Moselle, c'était Robert Schuman. Parce que ces lois de 24 que j'ai citées, on les a longtemps appelées des lois Schuman. Robert Schuman a eu une autre carrière après, pour l'Europe, mais Robert Schuman, c'était le seul parlementaire qui avait le courage, à ce moment-là, après la Première Guerre mondiale, de défendre l'Alsace-Moselle, le Concordat,
Rappelez-vous, la 905, c'était pas très loin, hein, qui a séparé les États et qui a aboli dans l'Est de la France le Concordat. Ben, Robert Schuman, quand on voit tout ce qu'il a fait en termes de rapports, d'intervention, il est monté au créneau. Or, j'ai quand même regardé l'histoire, mais quels étaient les parlementaires alsaciens qui avaient un peu fait quelque chose sur le sujet? Zéro pointé. Sur le sujet, en 1924. Rien. Oui, il y avait juste une phrase. Nous sommes d'accord. Tout va bien, c'est comme ça, on ne peut rien faire d'autre, c'est très bien. Ça me rappelle du tout. Ça rappelle beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que je rappelle l'histoire dans le premier temps, à voir. Mais en tout cas, il y en a un qui a eu le courage dans tout ça, d'affirmer les choses, c'était Robert Schuman. Et l'autre était quasiment inexistant. On va dire ça pour conclure ce point-là de cette manière-là. Puis ce roi local a traversé toute l'histoire. Toute l'histoire, et à un moment il a vieilli, on ne savait plus trop ce que ça recouvrait, etc. Et puis il a fallu attendre 1982, avec l'élection de François Mitterrand et les premières lois de décentralisation. Loi de 1982 sur la décentralisation. Et alors on s'est dit, bah, tiens, c'est extraordinaire, dans les 3 départements, vous organisez les cultes d'une autre manière, les associations c'est réglementé autrement, l'artisanat c'est aussi réglementé d'une autre manière, et on peut multiplier les exemples, le statut de notariat et autres. Bien. J'ai dit, bien sûr, intéressant. Pourquoi 1980? Parce qu'il y a eu un choc à ce moment-là. Non pas parce qu'il y avait, et c'est quand même important de relever, l'idée de décentralisation, parce qu'on verra dans quelques instants qu'on est remis à une centralisation dans ces lois aujourd'hui. Et puis on a abrogé, dans les lois en 82, ce qu'on appelle l'échevinage dans les conseils de prud'homme. C'est-à-dire qu'on a supprimé le droit local des conseils de prud'homme. Vous savez, le conseil de prud'homme, c'est pour trancher tous les conflits entre le travail, entre le salarié et l'employeur. Et puis là, ça avait secoué sec, ce scandaleux. Et à ce moment-là, Jean-Marie Bockel a été nommé chargé de mission sur le droit local. Chargé de mission sur le droit local, pourquoi faire? Ben, pour dresser l'inventaire déjà. Mais le droit local, ça recouvre quoi? Et puis qu'est-ce qu'ils font faire, le droit local? Et là, pour le rapport, qui est un rapport de grande qualité, qui a donné naissance à l'instant local en 85, à la commission d'harmonisation ensuite en 85. Mais à partir de là, il y a eu un renouveau pour ce droit local. Donc on s'intéresse dans la décentralisation à la manière dont on peut organiser différemment un certain nombre de choses, mais surtout on se rend compte que ça marche. Que ça marche. Et que ça ne descend pas du central en disant il faut un plan de 150 mesures pour traiter, je ne sais pas, les mauvaises herbes dans le jardin du presbytère, parce qu'on serait capable aujourd'hui en France de faire un plan de 150 mesures avec une expérimentation pour savoir comment traiter les mauvaises herbes ou tailler les rosiers dans les jardins des presbytères des 3 départements. L'administration est capable de produire ça au bout de 2 ans. Entre-temps, le jardin est crevé, donc la question ne se pose plus. Bon. Mais c'est vrai. Hein. Donc ce droit local a connu un regain d'intérêt parce qu'il y a eu cette décentralisation en 82. Décentralisation que M. Raffarin a essayé de renforcer en créant ce qu'on appelle le droit à l'expérimentation des collectivités territoriales. C'est-à-dire que les communes, les départements, les régions peuvent, après il faut obtenir l'autorisation de l'État, expérimenter, donc appliquer, ça veut dire ça, des règles différentes sur certaines parties du territoire. Mais une fois de plus, on va demander à Paris, autorisez-nous à peindre la maison en blanc plutôt qu'en rouge. Voilà. Entre nous, ça n'a rien donné, cette réforme de 2002 sur le sujet. Donc, on est là en 2002-2005. Et puis, vogue le navire. En tout cas, pour conclure sur ce premier point, on a une histoire riche. On a des règles qui fonctionnent bien, certes, sur le plan technique, il faut amender de temps en temps les choses, mais des règles qui participent quand même, moi je le dis, d'une forme, parce qu'il faut prendre les slogans en vogue, de vivre ensemble, voilà, on va dire ça comme ça, bref, de cohésion sociale. Quand on prend les cultes des 3 départements, il y a un dialogue interreligieux entre les cultes, ce qu'on appelle les cultes reconnus, catholiques, protestants, mais également les autres cultes, et ça marche. Et chaque fois que le national va nous dire oui,
Et la leçon 5 ne s'applique pas, mais la leçon 5 vous la gardez, vous l'oubliez, on n'en veut pas. Regardez comment ça marche chez nous. Regardez les grandes communes, on arrive à gérer les choses, etc. Ah oui, ça on ne savait pas. Mais vous savez, Strasbourg, c'est pas en Allemagne, on va nous expliquer ça. Géographie, il travaille sur les cartes. 214, dans un autre, on peut se poser une question sur la manière d'envisager les choses. Mais c'est vrai, le mystère, c'est quelque chose. Alors, demain, où on va? Parce que c'est comme ça la question, vu les échéances. Entre en marche, assis, couché, on ne sait plus quelle expression retenir pour identifier les choses. Mais on peut au moins dire une chose. Une chose. Le positif, c'est que c'est un jeune qui a 39 ans. Il n'en a pas 50, je ne parle pas de son épouse. Et lui, il a 39 ans. C'est tout ce que je dis, 39 ans. C'est mieux que 75 ans. Quand on voit que certains se présentent pour la 7e fois dans une circonscription législative, on peut se demander où le renouveau. Partons simplement un jeune. Mais, ça c'est très bien, mais sur le plan politique, quoi faire? Nous avons une situation aujourd'hui où je reprendrai l'intitulé de l'ouvrage de Pierre Kretz, l'Alsace n'existe plus. Sans provocateur, l'Alsace n'existe plus. Comment ça, elle n'existe plus, l'Alsace? La carte, c'est une chose, mais la population, l'histoire, la façon dont on applique le droit local dans les 3 départements, l'Alsace existe toujours. Elle existe toujours, elle est éternelle, on ne peut pas se poser de questions, mais comment envisager tout ça dans l'avenir? L'histoire disparaîtra jamais, c'est l'histoire. Le droit local, on a vu même déjà, c'est pas d'observation, de retour du président actuel, du nouveau, je ne parle pas de l'ancien qui a disparu, puisque c'était la France, c'est le changement, c'est maintenant, on n'a pas eu de changement du tout. Si, on a eu l'Alsace qui a disparu, mais c'était un changement. C'était pas dans son programme d'ailleurs. Ben, le changement, c'est qu'il n'est plus là. Mais, c'est vrai, il n'est plus là. Mais, si on réfléchit, quand on voit les premières, en tout cas les retours qu'il y a déjà eu dans la presse, M. Macron est favorable au régionalisme. On a vu. Je parle des déclarations. Il aurait pu dire je suis hostile au régionalisme. Il est favorable aux spécificités régionales. Bon, des déclarations. Mais concrètement, comment traduire tout cela dans les faits? Qu'est-ce que ça peut donner si on prend l'Alsace-Moselle ou d'autres régions? Et je fais un petit aparté, parce que quand, pour montrer la conviction des uns et des autres, parce que quand il y a eu cette réforme de la carte des régions, on a créé 13 régions, etc. Et ça, je le tiens parce qu'il l'avait dit dans une conférence au FEC, à Strasbourg, puis il me l'a dit en aparté après, Jean-Guy Talaboni, le président de l'Assemblée territoriale de Corse. À un moment, le gouvernement a fait fuiter l'idée que la Corse doit être rattachée à PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça avait fuité. Il a fait un communiqué de presse, une ligne. C'est une déclaration de guerre aux Corses. Pas d'exclamation. On n'a plus jamais entendu parler de ce projet de rattacher la Corse à PACA. Bon, en Alsace, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien entendu. Si. Surtout pas de bombe. Mais surtout, on ne peut rien faire, c'est comme ça, c'est pareil ici. Les préfets, ils ont tous survécu en Alsace. Oui, mais pas en Corse. En Corse, ils vont souvent dans le bateau plus rapidement que prévu. Voilà. Mais en tout cas, ils défendent leur identité. Ils sont fiers de leur identité, ils la défendent. En PACA, nous, c'est une déclaration des gars en Corse, je vois qu'on me dire ça. Il me dit, vous comprenez, il y a plein de gens, tous les ministres qui viennent me voir à l'Assemblée territoriale, même celle du logement, la Madame Cosse. Il m'a dit, j'ai dû enlever 2 chaises pour qu'elle puisse reprendre place. Voilà. Et je dis, mais voilà, mais c'est la provocation. Mais alors j'ai dit, mais il t'a raconté quoi? Ben rien. Madame Cosse n'a rien dit, elle dit la République, etc.
très bien. Mais, la République, c'est très bien. Mais, pour revenir au sujet, qu'est-ce qui ne fonctionne plus en France depuis 40 ans? Moi, je dis bien 40 ans. C'est ce centralisme jacobin où on ne connaît rien des territoires, de ce qui se passe dans les communes, dans les cantons, dans les régions. On ne sait rien de ce qui se passe. Mais les ministères, avec des jeunes qui ont vécu beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'ils ont 27, 30 ans quand ils sortent de l'ENA, ils expliquent qu'on sait ce qu'il faut faire pour réformer la France. On voit le déficit, on voit le chômage, on voit les difficultés de logement, enfin bref, c'est magnifique, hein, la gestion qu'il y a eu depuis 30 ans. Magnifique. Et on se dit, mais pourquoi vous n'écoutez pas les territoires? Pourquoi à chaque fois qu'on a un beau projet économique, social ou autre sur les territoires, il faut passer par le moule jacobin, des arrêtés, des décrets, des lois, où il faut attendre 5 ans, j'exagère, mais ça doit pas ça. Mais au final, tout ce qui a été proposé est tellement modifié qu'on se retrouve avec 110 mesures pour traiter de la question de savoir comment protéger les tilleuls sur la route du Rhin, les platanes plutôt sur la route du Rhin à Strasbourg. Voilà. Et c'est inapplicable, ça ne marche pas. Et donc, on peut attendre, enfin moi je forme le vœu en tout cas, hein. Je pense qu'ils seront entendus, pas beaucoup d'illusions. Enfin, il faut espérer dans la vie. Je forme le vœu que, quelle que soit la majorité, parce qu'on voit que tout est en chamboulement, écoutez, on voit bien que dès qu'on met, comment dirais-je, il y a un certain nombre de gens, je parle en particulier de Strasbourg, on voit réapparaître, nous sommes prêts, qui sont dans cette majorité municipale, hein, nous sommes prêts à travailler. Nous avons déjà fait pour Strasbourg, on dirait pour l'Alsace, voilà. On met un bout de gras dans l'assiette, tout le monde est là. Bien. Qu'avez-vous fait pour l'Alsace au bout de 35 ans? Silence. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est extraordinaire. Ces gens-là ont eu des mandats pendant 30, 40 ans. Vous leur demandez qu'avez-vous fait? Il y a un blanc. Qu'est-ce que vous avez fait pour le bilinguisme? Qu'est-ce que vous avez fait pour le droit local? Qu'est-ce que vous avez fait pour défendre l'Alsace? Qu'est-ce que vous avez fait pour défendre la région? Ah ben, on ne pouvait rien dire. Comment ça, on ne pouvait rien dire? On ne peut rien dire. Ben, Jean-Guetta Leboni, lui, nous dit, ah mais on est mal vu. On s'en est mal vu. Ben justement, il faut être mal vu pour être respecté. Il faut être mal vu pour être respecté. Parce qu'on vous respecte, on mettait les limites à un certain moment, on ne passe pas cette ligne. Ah mais comme ils aspirent tous à des hautes fonctions, où ils ne feront rien d'ailleurs, rien, voilà. En tout cas pas pour l'Alsace, quel qu'il soit. Mais j'en terminerai par là, parce que si on veut demain, c'est ça le plus important, aboutir à quelque chose pour l'Alsace-Moselle, je pense qu'il faut qu'on ait une nouvelle vague de décentralisation. Est-ce que le président actuel le portera ou ne portera pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, la loi d'autres, ce qu'on appelle un autre, vous savez, qui a refait les cartes, etc., ça a été une loi de recentralisation. Tout remonte au préfet. Tout remonte, donc si c'est le préfet, c'est l'État. Parce que, c'est ça, la difficulté, je parlais des 40 ans d'immobilisme, etc. C'est l'État qui ne fonctionne plus, qui ne répond plus aux difficultés qui se posent sur les territoires. Et quand on parle de réduction du nombre de fonctionnaires, on nous dit qu'il faut 500 000, 300 000, 100 000, et pourquoi pas 1 million, et pourquoi pas virer tout le monde, puisqu'on y est. Hein. C'est pas chiffré, c'est pas calculé sur le point du budget. Mais on s'est interrogé une seule fois, l'exemple suivant, un agriculteur en France, 7 fonctionnaires qui s'occupent pour un agriculteur. Un agriculteur, 7 fonctionnaires. Mais que font-ils de leur journée? Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas le problème de cette obésité de l'État central qui bloque la France depuis 40 ans? Parce que j'imagine pas, parce que moi j'ai envie de faire les foins, s'occuper des vaches, hein, moi je suis un milieu rural, après le beau de ça, aux fruits, comme on dit, de stol, voilà. Ben, les 7 là qui sont dans les ministères, ah oui, mais on a un repas, mais pas de repas, à 4 h du matin dehors, voilà. Mais imaginez ça, un agriculteur, 7 fonctionnaires, mais pourquoi faire? À faire des réglementations, emmerder les gens, enfin bref, à la limite, vous fermez la politique et puis on s'arrête là avec la réglementation. Il faut vraiment
vraiment qu'on ait une seconde vague, un second mouvement de décentralisation, mais une vraie décentralisation. Et il faut s'inspirer de ce qui existait dans l'histoire des 3 départements. On avait ce long time, on pouvait voter la loi pour les 3 départements. Et puis on n'est pas que la France toute seule. Dans l'Union européenne, quels sont les États qui sont aussi centralisés que la France? Moi, j'en connais aucun. Aucun. Et tous les États qui réussissent, et même un État qui n'est pas dans l'Union, comme la Suisse, ben, ils s'en sortent mieux. Regardez le taux de croissance de la Suisse, de l'Autriche, pour aller dans l'Union, je crois, enfin je ne vais pas raconter de bêtises, mais voilà. Ce qui marche à la décentralisation, c'est l'autonomie locale. Et donc, pour l'instant, il n'y a rien sur le sujet. Il y a strictement rien. On parle de tout et de rien, il faut plein de choses, etc. Voilà. Et j'en conclurai par là, puisqu'on peut avoir un débat, j'en conclurai par là, on a une histoire. Il faut savoir où on va. Et on ne peut pas aller dans une direction sans connaître l'histoire. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que un certain nombre de décideurs ne connaissent pas l'histoire, ils bavardent sur n'importe quoi. C'est Paris qui a décidé, on ne peut rien faire, c'est Paris qui a décidé. Alors Paris décide, en Corse, c'est pas Paris qui décide. Voilà. Dans d'autres régions, c'est la même chose. Quand il y a le découpage, c'est monsieur, comment s'appelle-t-il, monsieur Le Drian, il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur le découpage géographique. Bon, là chez nous, c'est Chasson, Bocanix-Morin, Bosman, Sauf-Boris, etc. Non mais voilà. Et cette frilosité alsacienne, moi je crois qu'il faut s'en débarrasser. Il faut être fier de notre histoire. Il faut être fier de notre devenir. Il faut être fier de ce qu'on est. On n'a pas à rougir. Et ceux à qui ça ne plaît pas, ben moi je leur dis toujours, on se rattachera à la Suisse. On se rattachera. Si vous ne nous aimez pas, ben nous vous n'êtes pas non plus. Voilà, on n'a pas besoin de vous, parce qu'on s'est toujours débrouillé. Sans vous, dans l'histoire, la France a toujours abandonné l'Alsace. Mépris l'Alsace. Quand je vois encore des observations, ben je leur fous dans la figure, pardon l'expression, ah vous avez l'accent alsacien, est-ce qu'il est comme ça? Mais dites-moi, quand vous avez l'accent de la diversité, vous faites une remarque? Vous faites une remarque? Vous dites quelque chose? Ah non, ça c'est discriminatoire. Ben, c'est tout aussi discriminatoire quand vous dites ça pour les Alsaciens que par rapport aux autres. Hein? Voilà. Mais je pense qu'à un moment, il faut que ça s'arrête de nous humilier, de dire qu'on doit avoir honte de notre histoire. Moi, je suis fier de mon histoire, parce que c'est Vichy qui a abandonné les 3 départements. Et tous ces gens-là qui ont abandonné les 3 départements en 1940, c'est tous ceux qui ont fait des grandes carrières ensuite, et qui ont fait des leçons morales. Je pense à Maurice Papon, en particulier, qui siégeait avec Simone Veil au Conseil national de France, mais ça n'a pas posé trop de problèmes. Je pense à M. Bousquet, avec M. Mitterrand. M. Mitterrand qui a été décoré de la Francisque. On l'a oublié. On ne le rappelle pas. Alors on reproche, je ne vais pas faire de polémique, à M. Fillon un certain nombre de choses, mais Mme Pinjot, Mazarine, elle a coûté combien aux contribuables? On a fait le calcul. On a fait le calcul sur ces choses-là. Alors vous voyez que, Jean-Claude Ballard, moi je comprends simplement qu'il y a le berger médiatique. Le berger médiatique qui guide le troupeau électoral. Et je pense que chacun, quelles que soient ses convictions, sa confession, il faut toujours être très prudent quand on voit tout ce qui est raconté dans les chaînes d'infos continues, etc. Parce qu'ils ne connaissent rien, ils racontent n'importe quoi, il y a beaucoup de choses fausses. Et j'ai encore vu quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Dans une émission, vous savez, M. Ruquier, ça s'appelle On n'est pas couché. Il faut même se coucher définitivement, mais son émission, c'est On n'est pas couché. Et à un moment, c'est quel était l'interlocuteur qui l'avait invité. Oui, mais vous êtes quand même fasciste, parce qu'on parlait allemand. Vous vous rendez compte, ça, en 2017, c'était il y a 3 semaines, 1 mois, parce que vous parlez allemand. Non. Ah, je vous assure. Même le nouveau Premier ministre parle allemand. Hein. Oui, mais M. Ruquier, je pense qu'il parle un langage varié, on va dire ça comme ça. Mais comment on peut entendre des choses comme ça aujourd'hui à l'heure de l'Union européenne? Donc, moi, je pense que, j'en conclue par là, on aura le débat, il faut toujours se méfier de ce qui est raconté. Pensez à ce que je vous disais, je pense que c'est assez illustratif. Le berger médiatique et le troupeau électoral. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on est. On n'a pas à rougir par rapport à tout ce qui s'est passé dans d'autres régions. Et je pense que, et ça c'est important pour vous,
il faut défendre l'Alsace. Et là, il y a ce slogan Alsace Frei, et je pense que, attention, la Suisse, si ça va mal. Voilà.